Salut à tous et bienvenue à Santé Globale. Depuis la création de cette chaîne, vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos qui paraissent sur la chaîne et à vous abonner à cette chaîne. C'est la preuve que notre initiative a trouvé un écho favorable auprès de vous et que vous appréciez fondamentalement ce que nous faisons. Et pour vous témoigner notre reconnaissance, pour vous témoigner la profonde reconnaissance que nous avons de la confiance que vous nous renouvelez chaque jour, l'équipe d'Afrique de Santé Globale a décidé de se mettre au four et au moulin et a concocté pour vous un plateau spécial appelé Afrique, comment vas-tu? Un plateau fait et concocté sur mesure pour vous. Et oui, comme vous l'avez certainement deviné, c'est un plateau exclusif sur lequel nous allons questionner dans toute leur profondeur. Nous allons décrypter de manière complète les problèmes de santé qui minent le continent africain. Nous allons en faire un tour d'horizon et dégager également des pistes de solutions, des voies de sortie de crise. Et pour cette première édition d'Afrique, comment vas-tu? Nous allons jeter notre regard critique, notre regard analytique et notre regard scientifique sur un problème de santé brûlant d'actualité et qui monte en puissance depuis quelques années sur le continent africain. Il s'agit entre autres des violences conjugales en Afrique. Et pour en parler ce soir, je suis accompagné de 3 panélistes de haut vol, tous unis pour la même mission, contribuer à trouver les solutions aux problèmes qui minent le continent africain et qui empoisonnent le bien-être et le bien-vivre sur notre cher continent. Alors, je vais commencer à les présenter en commençant par ma droite. Et à ma droite, c'est Guylaine Kenyé. Bonsoir Guylaine. Bonsoir docteur. Alors Guylaine, vous êtes biologiste de formation et vous êtes la responsable de la communication à Santé Globale, exact? Ok, comment vous allez? Très bien. Il n'y a pas de stress? Pas du tout. Ok, à ma gauche, j'ai Madame Flore Bouyap, qui est psychologue clinicien et psychothérapeute EMDR. Effectivement. Et vous êtes également consultante à Santé Globale, vous élaborez des programmes de coaching santé. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ok. Et à ma gauche également, nous avons Monsieur Dorval Penka. Bonsoir, Monsieur Dorval. Bonsoir, docteur Besson. Vous êtes juriste de formation et vous vous intéressez particulièrement aux questions du droit à la santé. Et vous êtes par ailleurs conseiller juridique à Santé Globale. Tout à fait, c'est bien exact. Ok. Et nous allons sans plus tarder commencer avec vous, Guylaine, dans la première articulation de cette émission, à savoir le round-up de l'actualité sur le continent africain. Et avec vous, mademoiselle Guylaine, nous allons interroger l'actualité. Qu'est-ce qui a fait le buzz? Qu'est-ce qui a marqué l'actualité côté santé en Afrique cette semaine? Nous allons commencer par le Sénégal. Le Sénégal est maintenant parmi les 7 pays africains sur 54 à avoir démarré la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le démarrage a eu lieu mardi 24 février 2021 dans les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. En Guinée, le Comité national de gestion des épidémies, en abrégé CNGE, est en alerte et en veille maximale avec la réapparition de la maladie à virus Ebola. Au Cameroun, l'horizon reste flou pour l'acquisition d'un vaccin alors que la pandémie reprend de l'ampleur. Les autorités sanitaires s'alarment de la croissance de la courbe des décès et des cas de Covid-19. Un chercheur veut séquencer l'ADN de 3 millions d'Africains. Sur les plus d'1 million de personnes dont le génome a été séquencé depuis 10 ans, moins de 2% sont originaires du continent, révèle le professeur Ambroise Wonkam. Le Noma, encore appelé Cancroun oris, tueur silencieux des enfants africains, est une maladie nécrosante destructrice de la bouche et du visage. En l'absence d'une prise en charge précoce, le taux de mortalité s'élève à 90%. C'est bon? L'actualité africaine cette semaine a beaucoup fait parler d'elle avec le Covid-19. Et on parle du Sénégal qui vaccine déjà sa population. Très bien. Je vais m'interroger par rapport à l'anoma, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'anoma est une maladie, c'est une gangrène de la bouche qui est causée, qui a une origine encore mal connue, mais
Comme facteur de risque, on retrouve souvent l'hygiène, les mesures d'hygiène qui ne sont pas très adéquates. On retrouve également des infections au niveau de la bouche. C'est une maladie plutôt très mutilante. Et il me semble qu'au Cameroun, il y a une association qui est très récente, qui a décidé de lutter contre cette maladie, la NOMA, qui est assimilée aujourd'hui à cette maladie de la pauvreté et également à une maladie qui est considérée comme une violation aux droits de l'homme, à savoir la NOMA Fund, dont les fondateurs sont ces anciennes gloires du football camerounais que sont M. Albert Roger Mila, également M. François Omam Biyik et Joseph Antoine Bell. Et concernant l'actualité sur le séquençage de l'ADN, le professeur Ambroise Wankam, vous savez qu'il était généticien, il travaille à l'université de Cape Town en Afrique du Sud, clairement. Madame Flore, vous avez quelque chose à dire concernant l'actualité santé africaine? Oui, je dirais en ce qui concerne les recherches du professeur Wankam, je dirais qu'il est en train de faire un travail, je vais dire quoi, qualifier ce travail de merveilleux, c'est pas le terme. Je voudrais mettre un terme, trouver original. Un terme original, oui, dans la recherche de certaines causes de l'autisme. Oui, parce que de plus en plus, nous sommes en contact avec les enfants qui ont les besoins spécifiques, parmi lesquels les enfants avec des troubles autistiques. Et cette recherche qui est faite au niveau de l'ADN, je crois que cela va contribuer et apaiser aussi beaucoup de familles. Parce qu'il y a des familles où ce fléau est génétique, mais dont les parents ne se rendent pas compte. Donc, bravo pour lui, pour ce brillant travail qu'il a engagé depuis des années et qui continue sans se fatiguer. Ok, on va donc dire bon vent au professeur Ambroise Wankam, qui par ailleurs fut mon maître en médecine, en faculté de médecine, qui m'a enseigné. Et M. Dova Penka, un mot par rapport à l'actualité? Oui, je vais peut-être m'attarder sur l'actualité concernant le coronavirus en Afrique. Nous pensions jusqu'à présent que l'Afrique était le continent délaissé. Et bien sûr, on ne peut pas affirmer déjà si on est déjà en phase de dépasser cette étape-là. Mais quand même déjà, si on n'a pas dit avoir un certain nombre de pays qui ont déjà accès au vaccin, notamment le Sénégal, le Ghana, l'Algérie ou l'Afrique du Sud, parmi tant d'autres. Donc déjà, c'est quelque chose, bien que les cas de vaccination sont encore un peu timides, on n'est pas encore arrivé à un niveau vraiment acceptable. Bien sûr, il y a une certaine méfiance de la part des Africains, comme ça a bien sûr été le cas même lorsqu'il fallait faire des tests sur les vaccins concernés. Donc même maintenant que les vaccins sont avérés être efficaces, il y a toujours un peu cette crainte-là. Je pense que les Africains ont peut-être besoin que soit les leaders, les chefs d'État, peut-être prennent le devant et qu'ils disent oui, ici nous acceptons les vaccins qui sont proposés. Et bien évidemment, on va encore jeter le discrédit sur la Chine qui vient toujours à la rescousse du continent africain. Voilà, on va toujours dire le vaccin proposé par la Chine, il y aura toujours quelque chose de négatif là-dedans. Mais déjà, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a déjà un pas en avant vers la vaccination de nos populations en Afrique. Ok, bien, M. Dova, nous comprenons donc que le principal défi autour de la vaccination en Afrique, c'est d'obtenir l'adhésion des populations africaines qui ont déjà beaucoup d'imagination, de construction dans leur esprit concernant les vaccins qui sont globalement mal vus et empirés par le fait que ça vient cette fois-ci de la Chine. Tout à fait. Ok, on va juste dire bon vent à nos autorités et qu'ils vraiment organisent autour d'eux des stratégies de communication adéquates pour pouvoir obtenir de la manière la plus simple et la plus massive possible l'adhésion des populations face à ce vaccin qui, au demeurant, fait beaucoup de bien et va contribuer à réellement diminuer la charge épidémique liée à cette maladie sur le continent. Et bien, sans transition, nous allons donc entrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les violences conjugales en Afrique. Je le disais tantôt dans les prolégomènes de cette émission, c'est un phénomène encore
tabou chez nous, on en parle peu. Pourtant, c'est un phénomène qui se dit, qui grimpe en puissance, qui monte en puissance sur le continent. Et aujourd'hui, l'équipe de Santé Globale a décidé de s'intéresser à cette question. Mais pour commencer, déjà, nous, on s'interroge. On entend parler de violence conjugale. Chacun a son idée là-dessus. Mais on voudrait vraiment savoir c'est quoi la violence conjugale. Quand peut-on parler de violence conjugale? Est-ce que des simples querelles qu'on voit nos parents faire entre eux de temps à autre peuvent être rangées dans le cadre des violences conjugales? C'est quoi réellement la violence conjugale? Avec vous, on s'interroge dessus, Madame Flore. Ok, merci docteur de me passer la parole. Je dirais que, avant toute chose, la violence conjugale est rangée parmi les désaccords. Désaccords ou conflits au sein d'un couple qui est caractérisé par la pression exercée par un conjoint sur l'autre, en vue peut-être de dominer l'autre ou bien même de contrôler l'autre. Donc, je dirais de manière vraiment simple que la violence conjugale, c'est cette pression que l'homme, par exemple, exerce sur la femme pour la dominer, pour la contrôler, et peut-être vice-versa. Donc, vous nous dites que la violence conjugale ne concerne pas que la femme, mais l'homme peut être sujet à la violence conjugale. Les deux. Les deux. Ok, ok. Ça, c'est très bon à savoir parce que généralement, quand on parle de violence, on regarde juste la femme victimisée et l'homme bourreau. Malheureusement, mais de savoir que les hommes également peuvent être les malheureux de cette histoire, c'est très important à savoir. Et puis, lorsqu'on parle donc de violence conjugale, est-ce qu'il y a-t-il une seule catégorie? Est-ce que la violence conjugale, c'est juste quand on tape sur son conjoint, ou y a-t-il plusieurs formes, plusieurs figures de violence conjugale? Avez-vous, mademoiselle Guylaine, y a-t-il un seul type de violence? Bien, docteur, nous avons plusieurs types de violences conjugales, à savoir les violences psychologiques, des violences verbales, économiques et sexuelles. En ce qui concerne les violences verbales, ici, l'homme, par exemple, va intimider sa femme à travers des injures. Il va lui lancer des propos insultants. Et la femme de là ne va pas prendre ça comme... Elle va prendre ça mal et puis ça va créer un désaccord entre eux. Voilà. Et parlant des violences psychologiques, ici, l'homme va traiter sa conjointe d'incompétente, de nullité et il va rabaisser la confiance en sa conjointe. Donc, du coup, elle va perdre confiance en elle, que ce soit dans la société et que ce soit autour d'elle et même dans le foyer. Concernant la violence économique, le violent va déposséder la victime de ses biens. Il va l'enlever toutes ses autonomies financières. Il va contrôler ses entrées et ses sorties sans qu'elle n'ait à avoir un minimum de choses sur ce qu'elle recherche. Mais concernant des violences sexuelles, ici, bon, c'est un cas qu'on rencontre un peu plus généralement, même comme elle est cachotière. Ici, le violent va obliger la victime à avoir des rapports sexuels avec elle. Il va aller même jusqu'à l'obliger à se prostituer pour avoir du plaisir à lui, pas avec lui, mais avec d'autres personnes pour qu'il ait sa part de plaisir à lui. Concernant les violences physiques, là, elle est plus visible. On observe des coups, de la brutalité envers la victime. Son compagnon essaye de se mettre au-dessus d'elle par des coups et consorts. C'est un peu ça, les types de violences conjugales. Mais dans ce que vous dites, Guylaine, je suis un peu touché là de savoir... Est-ce que dans une relation, quand on parle de conjugale, ça veut dire qu'il y a une relation, au fond, une relation maritale. Ils vivent maritalement. Peut-on parler de violence sexuelle dans le cas d'un couple qui vit déjà de manière maritale, réellement, vous pensez, Madame Flore? Je pense que tout acte sexuel qui n'est pas consentant est violent. Ok. C'est pour faire court à la chose. Si le mari ou la femme a besoin de faire l'amour, parce que déjà dans le mariage, on ne va pas parler de faire le sexe, de faire l'amour avec son conjoint et que l'autre n'est pas consentant, l'autre peut être en difficulté, peut-être malade, fatigué,
Et puis, si l'acte se fait de manière non consentante, donc s'il y a force, on utilise une certaine manière de persuader l'autre, peut-être sous forme de chantage. Si tu ne fais pas, si tu ne fais jamais ça, machin, machin, ou bien on essaye de lutter un peu, de forcer l'autre à céder, il y a déjà violence. Et elle a soulevé un élément très important, le fait d'avoir son propre plaisir en mettant de l'autre en danger. Là, c'est un élément de... C'est du sadisme. Justement. Ça montre que ce conjoint qui prend son plaisir de la souffrance de sa conjointe ou de son conjoint a déjà un problème psychologique profond. Et que dans notre contexte, on n'en parle pas. On en parle. Donc, c'est un pan à fouiller un peu, à expliquer pour que les gens comprennent. Et sur le plan économique, par exemple, M. Dorval, pensez-vous que réellement, si j'ai un accrochage avec madame et que je décide pour lui manifester mon mécontentement peut-être d'un acte décousu qu'elle a pu avoir posé, je lui refuse la ration, peut-on assimiler cela déjà à une violence conjugale? C'est une violence conjugale. Si je vais prendre un peu l'aspect juridique de la chose, déjà, notre législateur, en acceptant de faire incorporer le Code civil français qui est applicable au Cameroun, nous retrouvons dans notre Code civil des dispositions relatives à la gestion du couple qui incombent à titre principal à l'homme. Donc, à ce niveau, nous savons que l'homme a l'obligation déjà de gérer son ménage en matière économique. Donc, le couple, la famille ne dira pas, nous n'avons pas la possibilité de payer le loyer, la femme ne dira pas, je ne peux pas me faire des tresses ou d'autres choses. Mais déjà, l'homme doit savoir qu'il s'agit de son rôle premier. Donc, si déjà, il ne parvient pas à accomplir cette tâche-là, il s'agit là d'une violation du devoir conjugal. Donc, c'est une violence qui peut être source de certains dommages vis-à-vis la femme. De ce type de violence conjugale que vient d'énumérer mademoiselle Guylaine, elle a parlé, si je me souviens bien, des violences psychologiques, des violences physiques, des violences verbales, des violences économiques, entre autres. Et maintenant, et quand on a déjà l'entente du propos que l'homme pouvait être également sujet aux violences conjugales. De quel type de violence à ce moment parle-t-on? Y a-t-il des formes qui sont plus appliquées à l'homme, par l'homme à la femme, et d'autres formes qui sont plus appliquées par la femme à l'homme? Non, je ne pense pas qu'il y ait déjà une... déjà, on ne va pas avoir un préjugé sur la question parce que il y a des... S'il faut rentrer peut-être dans la violence physique, il y a des femmes qui ont des prédispositions vraiment, je vais dire, charge musculaire un peu plus développées que les hommes, ou alors qui peut-être sont passées par une salle de gym, quelque chose, un karaté, quelque chose comme ça, et qui sont plus habiles, même à frapper l'homme. Donc, sur ce point, on ne peut pas dire que la femme est plus exposée à la violence physique, parce que même l'homme peut être sujet à tout cela. Les bleus, il y a des hommes parfois qui ont ça, qui ont ce commandement, cette domination venant de la femme vers l'homme. Voilà. Ok. Madame Flore, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais ajouter quelque chose en disant que déjà au niveau de la violence psychologique et de la violence verbale, ce sont des violences qu'on ne constate pas souvent. Donc généralement, le conjoint qui est violenté se meurt petit à petit. Lorsque ce conjoint se plaint, les gens ne peuvent pas croire. Donc ça fait partie de la majorité, je vais dire comme ça, des types, des genres de violence. C'est ce qui existe dans beaucoup de cas. La violence physique, contrairement à la majorité de... Je crois que c'est la plus fine partie des types de violence conjugale. Parce que beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes qui exercent un certain type de violence s'abstiennent de faire ce combat, de faire de donner des écumaux, de donner des coups pour que les voisins, la société ne puissent s'en rendre compte. Contrairement à ce monsieur, comme vous avez dit tout à l'heure, qui ne rationne pas parce qu'il a un désaccord avec madame. Madame doit fournir le repas aux enfants.
madame doit donner à manger à ce mari, madame doit se nourrir. Qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Vous imaginez par quoi elle passe quand elle se rend compte qu'elle n'a pas le moyen parce que le mari exerce sur elle une violence économique, à savoir, tu ne dois pas faire de cotisation, tu ne dois pas travailler, ton travail c'est quoi dans cette maison, machin, machin. Vous voyez, il trouve tout ce qu'il y a comme exemple, tout ce qu'il y a comme raison pour que sa femme reste sous son contrôle. Et quand bien même elle a un petit quelque chose, il fait tout pour s'en accaparer. Et à ce moment, comment est-ce qu'elle se sent quand elle ne peut pas avoir d'argent? Vous voyez, elle subit une violence économique, elle subit une violence verbale, parce qu'à un moment donné, il va dire, mais tu ne vaux rien dans cette maison, tu sers même à quoi? Et une violence psychologique, parce qu'il va te dire, tu n'es pas intelligent, tu es bête, machin. C'est très, très compliqué. Vous voyez un peu, c'est très compliqué de parler en termes de séquençage de type de violence. La violence physique, on la met à part, mais le reste, on peut facilement les recouper dans un cadre. Voilà. Ben, je reste avec vous, Madame Flo, pour interroger. Est-ce que vous avez une idée, puisqu'on sait que c'est un phénomène souvent caché, voilé sous les toits, Oui. et qui reste tu aux yeux de la société. On ne veut pas que les voisins s'en rendent compte. Et vous avez une idée, des études ont été faites sur la question. On a une idée de l'ampleur de ce phénomène sur le continent, ou bien sur une partie du continent? C'est vrai que je n'ai pas pu faire beaucoup de lectures là-dessus, mais une étude nous a donné, c'est l'OMS en fait, c'est un rapport selon un rapport de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. Oui, l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique subsaharienne, oui, merci, 78% de femmes des pays pauvres ou bien en développement, parce qu'ils ont bien précisé, subissent une forme de violence conjugale. Oui. Donc, vous voyez que c'est énorme. Effectivement, vous êtes en train carrément de nous dire que 8 femmes sur 10 en couple dans nos pays qualifiés de pays en voie de développement subissent au vu et au su, peut-être de leur famille, des voisins, des violences conjugales. Oui. Mais n'êtes-vous pas en train de nous dire que le mariage ou la vie maritale serait un enfer déguisé? Je ne dirais pas que c'est un enfer déguisé parce que le mariage est beau. Il y a quand même 22% de cette population qui vit en bonheur. Oui. Et l'explication que je peux donner à ce chiffre énorme, si élevé, c'est qu'il y a plusieurs manières d'interpréter les souffrances. Vous voyez un peu. La perception que les gens se font généralement des violences peut se faire selon plusieurs points. Il y a les approches individuelles qui disent que, par exemple, l'homme qui exerce une pression physique sur son épouse, c'est un homme qui souffre d'un trouble mental. C'est ce que l'approche individuelle veut dire. Ça veut dire cette femme qui se décide un jour à jouer au catch ou que son mari est son punching ball, c'est une femme qui souffre de l'intérieur. Il y a une autre approche qui est celle systémique qui nous explique que lorsque le stress dans le mariage est élevé, ce stress peut conduire à une forme de violence. Et nous savons, en Afrique, il y a beaucoup d'hommes qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Il y a un problème il faut subvenir à tous les problèmes, à toutes les situations de la famille, les enfants qui fréquentent, la maladie et tout. À un moment donné, ils se sentent un peu, je vais dire, excédés, épuisés, même ils n'en peuvent plus. Et s'il n'y a pas entente entre les deux, peut facilement ça peut dégénérer. C'est un peu ça. Il y a une autre type, une approche qui est qui est culturelle, qui voudrait que la femme se comporte d'une certaine manière. C'est-à-dire la norme en vigueur voudrait que la femme ne réponde pas à son mari quand il parle, que la femme se soumette. Lorsque le mari, je vais pas vous surprendre, il y a des tribus ici où on sait que c'est quand les deux se bagarrent, je vais dire, se tapent dessus, que le ndolo reprend la forme. Vous voyez un peu. Si dans une société, les gens pensent comme ça, comment est-ce que l'être qui se sent tout le temps opprimé, voilà, opprimé c'est le terme, qui se sent opprimé, comment cette personne, cet être, ce conjoint va ressentir la chose? Les autres pensent que c'est bien, mais est-ce que cette personne qui est opprimée vit bien la chose? Il y a aussi une autre approche, la dernière, je crois, qui est l'approche par apprentissage. Très bien. Donc, on nous dit généralement qu'un enfant qui a
été violenté dans sa jeunesse, sort d'une société où la violence conjugale est la norme. Donc c'est normal pour cette personne de violenter son conjoint. Donc c'est la seule explication que je trouve à ce taux si élevé, parce que l'Afrique ne donne pas les éléments qui vont permettre à la population de s'en sortir ou bien de mieux faire les choses. Ah, effectivement. Mais les chiffres restent lourds et ça fait quand même froid dans le dos. Ça fait peur. Savoir que vous avez d'autres chiffres, Madame Guylaine? Déjà en Afrique, on a appris à la femme qu'elle doit supporter dans le mariage, se taire et subir tout ce qu'elle a subi. Mais d'après le ministre camerounais de la femme et de la famille, on enregistre 55% de femmes et de jeunes filles qui ont déjà subi au moins une fois dans leur vie des violences conjugales, se manifestant ainsi par des bastonnades, des mots insultants, des violences sexuelles aussi. Mais on constate que ces femmes-là se taisent. Pourquoi elles ferment la bouche? Pourquoi elles ferment leur cœur? C'est de ça qu'on devrait en discuter. Nous devons aider ces femmes-là à s'ouvrir à certaines personnes afin qu'on puisse, justement, afin qu'on puisse opprimer cela dans la société. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, on constate qu'il y a aussi des couples ici dehors, comme Madame Flo a dit, que lorsque leur conjoint les tape, ils voient ça comme de l'amour. J'en ai vécu ainsi, j'ai déjà vu des couples comme ça, où l'homme bastonne sa femme et lorsqu'on vient séparer, la femme, elle prend ça pour un problème. Elle vous agresse. Et vous dites qu'elle est bastonnée. Oui. Et si quelqu'un intervient pour établir la paix, elle s'en prend à la personne. Ça devient ton problème et pour elle. Okay, donc pour elle, lorsque son mari la bastonne, c'est une preuve d'amour. Mais ce n'est pas des femmes masochistes. Ça peut être également interprété comme un trouble psychologique de la part de cette femme. Ce n'est pas ça du masochisme. Ça pourrait être comme ça peut pas être. C'est pas pathologique. Ça pourrait être, si culturellement parlant, ça marche. On ne peut pas dire que c'est pas. Et je reste avec vous, Mademoiselle Guylaine, pour savoir comment je fais pour savoir que une personne est victime de sévices dans le cadre de sa vie conjugale. Comment reconnaître qu'un voisin, que votre soeur, que votre frère est copieusement violenté dans sa vie conjugale? Y a-t-il des signes, des objectifs qui permettent de savoir qu'il y a une violence? Oui, dans la société, ça s'ignore pas, surtout pour celles qui subissent des violences physiques. Déjà, on observe chez elles des blessures sur le visage. Et pour celles aussi qui subissent des violences psychologiques, on constate qu'elles sont renfermées. Elles ne se donnent pas. Vous les voyez là dans la rue, elles ont toujours le visage attaché. Elles sont toujours fâchées, nerveuses. Et aussi dans les maisons, on constate qu'elles s'enferment. Elles sont toujours en train de réfléchir. Et d'autant te diront, bon, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'arrive pas à trouver le sommeil parce qu'elle est en train de revivre la scène qu'elle a vécue. Donc quand elle ferme les yeux, elle revoit son mari en train de la bastonner. Même quand elle ne se trouve plus dans cette même maison avec son mari, elle vit toujours cette situation-là. Donc c'est un peu comme ça que ça se manifeste chez ces femmes-là qui ont subi des violences. Certainement dans le cadre de votre pratique professionnelle, M. Dorval, vous avez eu à rencontrer des cas de personnes qui portent plainte pour sévices, pour violence. Comment ça se manifeste? Comment reconnaître qu'une personne est victime de sévices, de violence dans le cadre de la vie conjugale? Bien, déjà, comme on le sait déjà tous, les violences conjugales, c'est pas toujours visible comme à la place publique, comme dans les marchés, c'est plus dans le foyer. Et alors, il y a une certaine difficulté à pouvoir démontrer que réellement il y a une violence quelque part. Si je vous ai peut-être, j'ai préféré à l'encontre de ma conjointe, exemple comme ça, des propos menaçants. Et si elle va devoir peut-être porter plainte contre moi, il faudrait bien qu'elle ait suffisamment de preuves pour démontrer que je lui ai avancé ces propos-là. Donc, et comme on le sait dans notre en matière de droit, en matière judiciaire déjà, on dit la charge incombe au demandeur, la charge de la preuve incombe au demandeur. Donc, il faudrait effectivement que celui qui est victime
de violence puisse dire mon époux m'a frappé, mon époux m'a tenu des propos injurieux, mon époux m'a même violé. Donc c'est un peu difficile. Parfois, il faut recourir à un certain nombre peut-être de services de certains professionnels, notamment de la santé, lorsqu'il s'agira par exemple des coups et blessures ou alors du viol, par exemple. Là, le médecin, lui, dans l'exercice de ses fonctions, certainement, il va établir soit un certificat médico-légal ou un certificat médical selon le cas, bien sûr accompagné d'un suivi médical, un rapport de suivi médical, ce qui va attester quand même d'une certaine manière que le conjoint ou la conjointe a été victime dans son foyer d'une certaine violence. Mais toujours est-il que la preuve, elle sera difficile. Effectivement, M. Dorval, nous avons eu l'habitude de rencontrer dans le cadre de la pratique professionnelle, dans le cadre des consultations, des personnes, hommes comme femmes, je précise, qui arrivent avec des échymoses sur le corps, à certains moments, à des endroits peu fréquents, mais ce qui attire l'attention, d'aucunes arrivent même avec des fractures, avec des traumatismes crâniens, quelquefois, souvent des brûlures. J'ai eu des cas de brûlures à l'eau chaude, j'ai eu des cas de brûlures au fer à repasser. Il faut le marteler également. Et vous avez d'autres personnes qui viennent vous consulter à répétition pour des traumas divers. Nous, en clinique médicale, nous arrivons à objectiver cela au travers des signes que vous présentent ces malades, notamment ces traumatismes, ces brûlures, ces échymoses. Mais Madame Flore, vous, dans le cadre de votre pratique comme psychologue clinicienne, vous avez dû certainement recevoir des personnes et comme mademoiselle Guylaine le disait, elles ne parlent pas souvent. Parce qu'elles ne parlent pas, nous sommes un peu butés côté médical, médecine clinique. Et vous, à votre niveau, comment arrivez-vous à remarquer au-delà du mutisme de ce patient que vous avez devant vous, qui ici, là, à coup sûr, le diagnostic est une violence conjugale? Déjà, dans notre contexte, rencontrer un psychologue n'est pas... ça ne fait pas partie de la coutume, en fait. Donc, lorsqu'une personne se décide à rencontrer un psy, c'est que cette personne a besoin de parler. C'est que la personne en a marre, comme on dit généralement. La boîte est pleine, il faudrait que... Voilà. Donc, nous recevons de plus en plus des cas de violence conjugale, beaucoup plus de violences psychologiques. Et ce qui nous fait comprendre généralement que ces personnes subissent des violences, c'est des troubles psychologiques que ces personnes présentent. Elle a parlé tout à l'heure de rumination mentale, c'est-à-dire le fait de repenser. Il y a des ruminations mentales qui ne laissent plus ces personnes victimes de violences, ne leur permettent plus de dormir, ne leur permettent plus de bien se nourrir. Vous voyez, une personne qui présente déjà de la rumination mentale, qui présente des troubles de digestion, digestive, des troubles de sommeil, plus associés à plusieurs troubles, peut facilement avoir peut-être un trouble stress post-traumatique, peut-être une dépression, une forme de dépression. Donc, ce que nous faisons généralement, c'est écouter la personne, écouter, pour permettre à la personne de trouver un contenant, trouver un espace où elle va verser tout ce qui ne va pas. Et c'est lorsque nous analysons toutes ces données que nous rendons compte que c'est ça. Il arrive des fois où les femmes marchent, elles se mettent à parler seules, elles ne se rendent même pas compte. Vous imaginez déjà... On est taxé de folle. Voilà. Oui, il nous est arrivé de rencontrer pas seulement des femmes, hein, même des hommes, qui vous disent « Ma psy, je ne peux plus, je n'en peux plus. Je me demande si je suis encore normale ou si je deviens fou. » Vous voyez un peu. Donc, ça existe dans notre contexte. Les gens en souffrent et on en reçoit tous les jours. Effectivement, Madame Flore, on comprend donc que les violences conjugales se manifestent de nombreuses manières. Au-delà
des manifestations physiques avec les traumatismes, des manifestations physiques avec les ecchymoses, des fractures quelquefois, des luxations, des brûlures vicieuses. On a également des manifestations psychologiques qui sont souvent malheureusement mal interprétées par la société, par l'entourage de ces personnes. Vous nous informez que devant toute personne qu'on reçoit et qui présente des signes suspects de dépression, compte tenu de notre contexte, nous devons toujours interroger également l'hypothèse d'une violence conjugale dans notre contexte. Oui, vous savez que la dépression, c'est un trouble affectif. Ah, effectivement. C'est un trouble affectif, donc il faut toujours bien évaluer la situation pour chercher la cause possible de la dépression. Effectivement. Quelque chose me venait en tête là, c'est parti. Effectivement. En attendant que la chose puisse remonter à la surface de votre conscience, Ouais. je vais faire un tour avec Guylaine. On parle de violence conjugale. Quand la violence est là, elle est là. Mais moi, je m'interroge de savoir, au départ, qu'est-ce qui cause ces violences conjugales? Quelles sont les causes au départ et qui finissent par entraîner cette violence conjugale en Afrique? Comment ça s'explique? Bon, dans la société, nous avons différentes femmes. Nous avons des femmes qui, lorsque leur mari les parle, ou reproche par rapport à quelque chose, elles se taisent carrément. Et d'autres, elles ne parviennent pas à se mépriser, maîtriser au point où, quand l'homme dit A, elle a dit B à Z. Du coup, ça va laisser l'homme, ça va donner la possibilité à l'homme de lever la main. Il ne va pas pouvoir se retenir parce qu'il y a des hommes qui ne parviennent pas à se retenir. Ils ne parviennent pas à faire cela, du coup, il va lever la main. Et quand ça devient une habitude, tout le temps, quand il parle, elle essaie de dosser le ton, il va taper sur elle. Donc, c'est là l'une des causes de la violence conjugale. On dit que la volonté de la femme de s'affirmer dans son foyer est l'une des causes des violences conjugales en Afrique. Effectivement, elle fait partie de l'une des causes. Et aussi, on peut aussi avoir la désobéissance. Il y a des femmes qui, vraiment, pour eux, le respect, c'est rien. Même en plein carrefour, elle peut t'attraper là et te dire, tiens, tu es sorti le matin sans rassonner, tu te prends pour qui et qu'on sort. Ça va pousser l'homme à bout. Et pour un homme qui ne parvient pas à se maîtriser, il va se lâcher. Il va se lâcher. Et aussi, comme Madame Flo a dit, il y a des gens qui ont grandi dans les foyers où le papa tapait sur la maman. Et quand il arrive dans son foyer, il trouve ça normal. Pour lui, c'est tout à fait normal de battre sur sa femme. C'est tout à fait normal de lancer des propos injurieux à sa femme devant les enfants. Chose qui ne devrait pas se faire. Aussi, nous avons des hommes qui, lorsqu'ils prennent de l'alcool, ils ne parviennent pas à contrôler le taux d'alcool en eux. Ils ne parviennent pas à dire, là, je m'arrête. Et quand ils arrivent à la maison, c'est du foot ou rien. Ils commencent à taper sur la femme. Quand ils remarquent un petit désordre, ils tapent sur la femme. Et aussi, on a eu durant une enquête statistique, on a eu à interroger certains hommes qui essaient un peu de dire pourquoi ils ont pour habitude, pour certains, de taper sur la femme. D'autres te répondent, bon, j'ai constaté qu'elle était infidèle. J'ai constaté qu'elle me trompait. Et d'autres te disent, bon, le deuxième enfant qu'on a eu, c'est pas mon enfant, je ne le considère pas comme mon enfant. Et du coup, je dois la traiter comme je veux. Parce qu'elle m'a trompée, elle est allée jusqu'à faire l'enfant d'eux. Donc ça fait aussi partie d'une des causes des violences conjugales. Si je comprends bien, globalement, vous parlez d'une hégémonie plus que exacerbée de l'homme sur sa femme, qui peut avoir des causes dans l'enfance. Il est allé faire à sa femme ce que son père faisait à sa mère. Mais vous, quand je vous écoute parler, vous pointez du doigt principalement l'homme comme cause également, mais également comme victime, plutôt comme instrument de la violence conjugale dans les couples. Êtes-vous de cet avis, M. Dorval? Y a-t-il d'autres causes ou bien c'est vraiment l'homme qui doit être à battre dans ce vice? Bon, la vérité, c'est que dans la plupart des cas, comme on a bien eu à voir les statistiques provenant de l'OMS, faisant état de ce que ce serait la femme qui subit plus ces violences-là. Mais il faut aussi comprendre notre contexte africain. On sait aussi, c'est pas forcément la
ces violences-là. Donc ça peut aussi provenir de la femme. Les conséquences aussi qui amènent la femme à avoir des violences envers son conjoint. Il peut s'agir même notamment des cas où l'homme peut-être, il rentre, je ne vais pas justifier, peut-être rentre du boulot tard, et qu'à ce moment, il arrive à peine son accueil, c'est monsieur, est-ce que tu as vu l'heure? Donc ça pose déjà un certain problème. En ce moment même, il se dit, mais pourquoi est-ce qu'on devrait me poser ce genre de questions? Suis-je un petit enfant où on va contrôler les gestes? Ouais. Là, il est un peu, il va s'offusquer, bien évidemment, et ça peut être à l'origine d'une certaine violence, parce qu'en ce moment, il ne va pas s'arrêter. Il va dire, mais pourquoi? Il va se révolter en fait vis-à-vis de la femme. Il va vouloir répondre forcément. Donc, il y a également des cas comme ça. Bien entendu, c'est pas juste les cas provenant juste côté de l'homme vers la femme. Donc, l'homme aussi, lui, il peut être victime. Ok, ça je vois. Et avec Madame Flore, je vous sens très impatiente de rebondir sur le sujet. Oui. Quelles sont les causes? J'espère qu'on assistera à un ping-pong homme-femme Non, je pense pas. Ok. Je pense pas. Je vais juste compléter leur propos en disant qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui subissent des violences conjugales. Je vais prendre des exemples très simples. Ce monsieur qui rentre du boulot, fatigué, et lorsqu'il arrive à la maison, ne parvient pas à manger. Peut-être parce que lorsque madame lui a servi son plat, elle a commencé à poser des problèmes. Il y a. Vous vous rendez compte qu'on devrait manger en pleine conscience. C'est un espace où on doit se concentrer, on doit enjoy, comme ça se dit. Et à ce moment, il est incapable justement de profiter de ce moment parce qu'il y a telle situation. Peut-être c'est par ignorance que les femmes le font, mais c'est une forme de violence qu'elles exercent sur leur époux. Je vais parler de celle-là aussi qui mêle les enfants aux problèmes conjugaux. Si papa n'a pas rationné, maman va passer la journée à bavarder, votre père est ci, votre père est ça et tout. Donc dans une maison, vous allez vous rendre compte que le père est marginalisé. Tout le monde lui tourne le dos. C'est une forme de violence. C'est même beaucoup de formes de violence. Vous vous rendez compte? Il y a même cette dame, parce que monsieur a rationné petit, elle prépare, elle ne sait même pas manger. Elle dit, mais tu as même rationné combien? Tout est cher au marché, et toi tu nous donnes 2 ou c'est 5 000 francs. Tu penses que nous avons mangé quoi? Tes enfants ont mangé quoi pour que tu penses? Tu as mangé dehors avec tes femmes de dehors et puis ne viens pas nous embêter. Donc, je voudrais juste signaler que vraiment, la violence ne peut pas seulement se faire d'un sens. Il y a beaucoup d'hommes qui subissent des formes de violence et nous les recevons en consultation. Nous recevons beaucoup d'hommes qui souffrent de beaucoup de formes de violence dans leur foyer. Et je reste avec vous et à supposer que je suis un homme, je souffre de violences conjugales. Vous êtes une femme, vous souffrez de violences conjugales. Quelles conséquences dans votre vie, dans les différentes sphères de votre vie? On en reste là, ça n'a pas de répercussions, ou bien on doit être à mesure de prendre répercussions, il y en a un tas, je vais dire comme ça. Il y a beaucoup de répercussions, beaucoup plus sur la santé déjà. De plus en plus, on entend les femmes dire j'ai le mal des nerfs. Effectivement. J'ai le mal des nerfs. C'est devenu, je ne sais pas, c'est devenu viral. C'est qu'elle a accumulé et à la longue, elle somatise. Effectivement. Et c'est un problème que autant des hommes que des femmes présentent. Donc ce sont des conséquences des violences psychologiques. Il y a le trouble stress post-traumatique dont je parlais tout à l'heure. Des événements dans le foyer. Si dans un foyer, un monsieur ou une dame passe le temps à dévaloriser l'autre, tu es ci, tu es ça, tu es incapable de ci, incapable de ça, à la longue, cette personne va s'identifier à ce dont on l'assimile. Vous voyez un peu. Donc, je prends un exemple. Une baisse de l'estime d'elle-même, de la confiance en elle. Voilà. Donc, si on passe le temps à lui dire, l'époux ou la femme de quelqu'un est cette personne en qui on a le plus confiance. Mais cette personne en qui j'ai le plus confiance me dit tout le temps, mais tu ne vaux rien. Tu es incapable de faire un bon plat de sanga.
tu penses que quoi? Il y a les femmes là dehors qui font ça. Dit, cette personne trouve toujours des comparaisons dans le sens négatif, trouve qu'on n'est pas capable de ça, pas capable de ça. Ce qui fait qu'à la longue, bon, si mon mari dit que je ne peux pas, c'est que je ne peux pas. Vous voyez un peu, une auto-dévalorisation. Oui, oui. Je me dévalorise. Et puis, au niveau de la santé, on peut aussi avoir des maladies cardiovasculaires. Vous savez que le stress, c'est un des responsables des maladies cardiovasculaires, diabète, tout cela. AVC parfois, insuffisance cardiaque. Comment est-ce que l'histoire fonctionne? Au plus je suis stressée, plus je néglige ma santé. Je néglige mon rythme de nutrition ou bien mon hygiène alimentaire. Parce que lorsque je suis angoissée, je peux choisir comme méthode d'adaptation. La boulimie. Voilà. À chaque moment, je picore, et puis ça passe. Comme je peux aussi négliger de manger. Et si je néglige de manger, bonjour, le trouble gastrique. Vous voyez un peu. Il y aura une surproduction du sucre gastrique. Que nous recevons dans nos hôpitaux qui viennent pour un mal d'estomac qui après tous les protocoles thérapeutiques ne guérissent pas, le mal est toujours présent. Ben, on a eu tort de ne pas penser à une étiologie psychiatrique. C'est le moment d'y penser. Trouble de sommeil. J'ai eu rencontré une dame qui a fait 30 années d'insomnie, de céphalée aussi. Et en évoluant avec elle, on s'est rendu compte que c'est ce qu'elle a vécu dans son foyer. Elle était dans un foyer polygamique et il y avait tellement de conflits. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est des séquelles indélébiles. Si elle n'avait pas été forte, je crois que peut-être elle ne serait plus vivante. Donc, des gens souffrent énormément à cause des violences conjugales, mais les gens autour de nous ne se rendent pas compte. Oui. Ok. Et avec vous, c'est vraiment, ça fait froid dans le dos. Toute une vie gâchée parce qu'on a été sujet à une période de cette vie-là, à des violences. Ça nous laisse traumatisés, ça nous laisse avec des maladies qui nous habitent, qui aggravent encore ce mal-être. Qui nous habite, c'est le thème. Et qui aggrave encore ce malaise-là, ce mal-être. Vous avez répertorié d'autres conséquences, mademoiselle Guylaine? Ajouter à ce que madame Flore a dit, j'ajouterais juste que ces femmes-là peuvent tenter le suicide. Oui. Ça, on ne l'avait même pas vu. Elles peuvent être tentées à aller se suicider parce qu'elles ne parviennent plus à supporter la pression qu'elles vivent dans le foyer. C'est tout ce que j'avais ajouté. Les enfants aussi. Oui, les enfants aussi. Les enfants vivent des traumatismes. Oui, mais effectivement, est-ce qu'il y a des jeunes des faits effectivement que nous avons eu à rencontrer, des dégringolades de la performance scolaire des enfants qu'on n'arrivait pas à expliquer sur le plan clinique et également peut-être vous pensez que on est passé à côté des violences conjugales auxquelles ces enfants étaient sujets. On dit souvent quand les éléphants bagarrent, sont les fourmis qui payent les pots cassés ou les herbes qui payent les pots cassés. Il y a beaucoup de jeunes filles, je m'adresse généralement aux jeunes filles, qui en début de puberté développent les troubles conversifs dus à l'absence de leur père. Wow. Oui. C'est-à-dire lorsqu'on évalue la situation et on fait une certaine investigation, on se rend compte que le manque, c'est-à-dire le désordre relationnel avec papa, le manque affectif du papa a pu créer ce trouble chez l'enfant. Dans la majorité des cas, vous savez, c'est une psychose. C'est une psychose. C'est grave. Et M. Dorval, un mot à coller là-dessus. Bon, peut-être, je dirais, dans certains cas aussi, la violence conjugale peut même conduire à l'extrême, c'est-à-dire à arriver à carrément se séparer de son conjoint. Bon, déjà, la violence sur son conjoint est une cause de divorce. Tout à fait. Donc, nous avons plusieurs cas comme ça, des divorces, des cas de divorce, où la majorité des temps, c'est pas forcément... il y a peut-être plusieurs types de violences, mais la majorité des cas, c'est plus... en ce qui concerne les violences plus psychologiques, violences morales, dans une certaine mesure la violence physique, je dirais même un peu rare, mais en général c'est lorsqu'il n'y a plus le respect
entre conjoints de C'est garde. pas ça C'est l'incompatibilité d'humeur par hasard. L'incompatibilité d'humeur, tout à fait. Mais bien sûr, sauf que le législateur camerounais ne reconnaît pas l'incompatibilité d'humeur comme étant une cause de divorce. Bien sûr, il faut requalifier la chose d'une autre manière. L'incompatibilité d'humeur, non, c'est pas une cause de divorce. Voilà. Donc. Ok, mais je veux quand même poser une question, hein, juste pour titiller. Mademoiselle Guylaine a dit tout à l'heure, ça pouvait conduire au suicide. Mais moi, je m'interroge, ça ne peut pas conduire l'un des partenaires à tuer l'autre également, à commettre un homicide sur ce conjoint qu'il qualifie comme étant la source de tous ces maux. Bon, tout à fait, c'est bien possible. On arrive à des cas comme ça. Lorsqu'on n'en peut plus, on dit, bah, je finis avec toi, je reste avec mes enfants, surtout lorsqu'il y a déjà des enfants. Bon, dans des cas où peut-être la personne est arrivée à un niveau où il n'arrive même plus lui-même à se contrôler ou elle-même à se contrôler. Parce qu'arriver à ôter la vie de quelqu'un d'autre, c'est carrément extrême. C'est carrément extrême. Il y a une pathologie. Ouais, il y a quelque chose ne va plus. Oui, effectivement. On a tout au long de cette émission décrit le phénomène. Nous avons fait un tour d'horizon. Nous avons d'abord planté le décor en définissant ce qu'est la violence conjugale. On a tout simplement fait la part des choses entre cette violence conjugale, ce qu'on entend par violence conjugale, et la simple querelle d'amoureux. Effectivement, toute querelle, il est bon de le dire que toute querelle, il ne faudrait pas que nos téléspectateurs et tous les internautes confondent et assimilent la querelle d'amoureux aux violences conjugales également. Nous avons vu que c'est un phénomène assez fréquent, quoique peu dénoncé dans notre contexte en Afrique, mais très fréquent, jusqu'à 78%. Nous avons vu qu'elle avait des manifestations diverses et des conséquences multiples. Les perceptions étaient effectivement variées dans notre contexte également. Et il y avait une forte souche culturelle qui influençait ce phénomène-là chez nous. Et maintenant, après avoir dépeint ainsi la situation, on fait comment? On vit la situation telle qu'elle est, on baisse les bras, on la vit comme une fatalité, ou bien vous pensez qu'il y a des voies de sortie, des pistes de solutions, des solutions envisageables à ce phénomène pour taire et définitivement mettre en terre ce fléau social, cette maladie sociale sur le continent? Bon, déjà, avant de se marier ou de se mettre en couple, il existe déjà une certaine flamme de l'amour, donc il y a une certaine compatibilité entre couples. Donc c'est ça qui amène les individus à se mettre ensemble. À un moment donné, lorsqu'il commence déjà à s'installer un mépris ou alors le manque de respect, s'il faut dire ainsi, d'un conjoint vis-à-vis de l'autre, ça pose déjà ce problème-là. Mais alors, est-ce que à cause de cela, est-ce qu'à cause de certains problèmes qui existeraient entre les couples, on peut penser au pire? Non, je ne pense pas. C'est vrai aussi, certains diront carrément qu'il faut couper les ponts, carrément, donc aller au divorce. Mais aussi, il est possible, on peut ne pas toujours... Si je comprends bien, totalement. Vous êtes en train quand même de manière subliminale évoquer le divorce comme une voie de sortie, une solution pour s'échapper de la violence. Ça serait pour certains une voie de sortie, mais que je ne proposerais pas. Parce que même le législateur camerounais aussi propose une autre sortie qui peut être semblable au divorce. C'est simplement la séparation de corps. Donc on peut continuer à être marié, mais on se sépare, on se dit, bon, pour un temps, je vais me séparer de toi, je vais aller vivre peut-être ailleurs, en attendant peut-être que la situation s'apaise. Lorsque ça sera bien évidemment le cas, peut-être on va voir comment renouer, revenir ensemble et de revivre. Donc la séparation de corps, c'est juste un moyen pour éviter qu'on ne parle de l'abandon de foyer. La séparation de corps qui, bien évidemment, doit être demandée au tribunal. Donc on ne va pas se lever du jour au lendemain et dire, bon, essayons de vivre d'abord un peu à part. Non, c'est une décision du tribunal, soit par ordonnance, qui donne l'autorisation de se séparer lorsque les motifs ont bien été étayés. La juridiction vous donne cette autorisation-là.
Donc, si vous êtes en train, si je comprends bien, vous êtes en train de donner une lueur d'espoir à ces personnes victimes de violences dans leur foyer, qu'elles ont des voies de recours, que le droit a prévu des voies de recours, et qu'elles doivent vers qui doivent-elles s'adresser pour poser le problème sur le plan juridique? À qui doivent-elles s'adresser précisément si elles se lèvent demain matin pour dire que bon, après avoir écouté cette émission, effectivement, je crois que j'ai des solutions. Je n'avais pas pensé que le droit s'était déjà penché sur ce sujet. Où est-ce que cette victime-là doit aller se plaindre au tribunal ou bien dans les services de police, se rapprocher des affaires sociales? Où est-ce qu'elle doit s'adresser le problème de sa violence? Bien, déjà, il y a des professionnels du droit avec qui il faut s'adresser, notamment ceux par excellence, bien sûr, les avocats. Bien sûr, on pourrait aussi penser aux huissiers, mais la plupart des cas, c'est plus aux avocats, eux qui sont dans la pratique même avec les recours, les différentes voies de recours. Bien évidemment, la personne aussi qui se sent violentée dans son couple peut se référer directement à la juridiction, c'est-à-dire intenter une action directement sans bien sûr avoir passé par les services du professionnel. Donc ça, c'est dans la mesure où la personne en question a une certaine connaissance de ses droits. S'il faut prendre quelques droits, citer quelques exemples, par exemple, on peut arriver à parler, par exemple, des blessures simples, des blessures légères, des cas de viol ou alors des blessures graves, selon le cas, bien sûr. Mais toujours est-il que, comme nous avons dit un peu plus tôt, il faudrait qu'il y ait une charge de la preuve qui incombe au demandeur. En fonction, bien sûr, de la preuve produite, on pourrait qualifier le type de violence. S'il s'agit, par exemple, le médecin qui va peut-être établir un certificat médico-légal où il est mentionné une incapacité temporaire de travail, par exemple de 8 jours ou alors moins de 8 jours, là, on va assimiler cela à des cas de blessures légères. Ce sont des blessures légères, et bien évidemment réprimées par le Code pénal camerounais, notamment l'article 281 du Code pénal, qui réprime les cas de blessures légères, ou encore des incapacités temporaires de travail de 30 jours et plus. On est déjà là dans le technique du droit. Bon, on retient juste qu'on peut se rapprocher d'un avocat, et puis il nous donnera des conseils, il nous donnera des voies de recours qui pourront nous permettre de nous échapper de cette enfer de violence conjugale. Avec vous, Madame Flore, que pouvez-vous proposer comme solution en cas de violence conjugale? Comment sortir les foyers africains de ce capharnaüm-là, de ce torrent sans fond? Ok. Je dirais d'abord que de plus en plus, la société africaine abandonne l'éducation au mariage. Je me rappelle que ma maman nous disait, lorsqu'elles étaient jeunes filles et prêtes à se marier, il y avait un cercle, une sorte de couvent traditionnel où la femme faisait des initiations et on lui expliquait comment est-ce qu'elle doit se comporter dans son foyer. Et vice-versa, du côté de l'homme, il y avait aussi cette préparation, cette préparation au mariage. Voilà. De plus en plus, la société ignore cela et je crois que ça fait partie des causes. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais ça venait, voilà. Donc, il faudrait qu'on reprenne, peut-être pas de la même manière, mais qu'on reprenne l'éducation au mariage. Santé Globale pourrait offrir cette éducation au mariage, peut-être par les séances de coaching couple, pour résoudre ce problème. Donc, c'est une forme de couvent pour le mariage, mais de manière un peu moderne. Oui, il y a l'éducation au mariage, il y a aussi les thérapies. Là, il n'y a rien à faire. Pour compléter ce que le prénom le maître Dorval, voilà, c'est ce que Dorval disait. Il faudrait que ces couples cherchent des voies de solution. Parce qu'en faisant des thérapies de couple, leur santé, ils vont retrouver l'éclat de leur santé et l'éclat de leur couple.
Il y a les thérapies de couple, les thérapies individuelles, les thérapies familiales. Thérapie individuelle, ça me rappelle une histoire, ou bien bon, quelques problématiques de couple que j'ai dû rencontrer dans l'exercice de ma fonction. Vous vous rendez compte, une dame qui, après des années de mariage, ne parvient pas à prendre une grossesse. Dans la belle famille, c'est qu'on guette déjà, il y a le coup d'œil là. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Et à l'intérieur, elle ne fait rien avec son monsieur parce que ça ne donne pas. Elle a une problématique personnelle qu'il faudrait d'abord résoudre avant que le niveau de rapport sexuel puisse se gérer. Et c'est le monsieur qui vient en consultation et on se rend compte par la suite que c'est la femme qui est le patient désigné. Le monsieur, lui, il était juste là. C'est lui qui faisait la maladie, comme on dit généralement dans la systémique. Il y a quelqu'un qui fait une maladie, mais dans le système ne va pas bien. Donc, en faisant une thérapie individuelle, on résout déjà le problème que cette personne a. Et après, maintenant, on gère la difficulté au niveau du couple et le problème est résolu. Donc, n'oubliez pas cet aspect thérapeutique qui est important pour pouvoir restaurer notre joie de vivre, notre bien-être et surtout notre santé. Ok, effectivement. La thérapie de couple, on doit commencer à s'accoutumer à ça. Ce n'est pas que important. Chez les Blancs. Voilà. C'est aussi des bonnes choses qu'on peut importer en Afrique. Très bien. Les thérapies de couple au lieu des solutions radicales de divorce. Voilà. Ok. Est-ce que, mademoiselle Guylaine, vous avez ajouté quelles solutions vous préconisez pour que les foyers africains sortent de leur lien? Bon, déjà, moi, je dirais qu'on doit considérer les violences conjugales comme une pandémie. On doit prendre cela au sérieux parce que, comme le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a pu constater, ça fait des ravages. Il y a des couples qui n'arrivent pas à supporter cela. Donc, on doit considérer déjà ça comme une pandémie et prendre ça au sérieux. Donc, c'est un peu ça. Et vous pouvez embrayer avec un mot de fin. Nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Oh, ce que j'aimerais passer aux téléspectateurs, c'est que nous devons respecter nos maris. Nous devons apprendre le respect. Nous devons apprendre à nous taire lorsqu'ils ont envie de s'exprimer. Parce que déjà, à discuter les paroles avec un homme dans la maison, ça peut conduire à des bagarres, à des bastonnades et à des coups. Donc, essayons de maîtriser nos paroles et nos colères dans un foyer. Avec vous, monsieur, on sort avec vous également, monsieur Dorval. Un mot de fin à l'endroit de tous nos internautes, de tous ceux qui verront cette émission sur la toile. Bon, déjà, nous avons essayé de décortiquer dans la mesure du possible ce thème des violences conjugales en Afrique surtout. Nous avons évoqué plein de points, mais toujours est-il que c'est chacun qui saura dans quelle catégorie dans quelle catégorie des choses il va se positionner. Donc, nous ne pouvons pas peut-être se placer dans la posture du conseiller pour immédiatement dire vous devez faire comme ça ou comme ci. C'est en fonction de chacun des cas. Bien évidemment, tout à fait. Bien évidemment, lorsque on s'en rend compte qu'il n'est vraiment plus possible de maintenir un lien conjugal, bien sûr, on peut penser au pire, à la séparation, mais tant qu'il y a encore une certaine lueur d'espoir, on peut encore se dire, pourquoi pas peut-être rassembler la famille, un conseil de famille pour essayer de régler les litiges, les litiges conjugaux comme ça. Donc, on ne va pas penser immédiatement au pire, pas au suicide, pas au divorce. Essayons de voir s'il est encore possible de raviver la flamme qui a été allumée au départ du couple. Raviver la flamme qui a été allumée au départ du couple. Très important à retenir. Et avec vous, Madame Flore, un mot pour la fin à l'endroit des foyers africains. Je dirais tout simplement que les conjoints, dans chaque couple où il y a une certaine forme de violence, il faudrait que ces conjoints aillent chercher une consultation psychologique afin de résoudre le problème qu'ils ont peut-être personnellement ou bien qui a été provoqué par le couple. Parce que les violences conjugales
impacte les conjoints, non seulement sur le point psychologique, mais beaucoup plus sur le point physiologique. Et là, ça fait dépenser d'énormes quantités d'argent dans des familles sans solution. Vous vous rendez compte? Ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un vient avec un problème gastrique, on fait ceci, on fait cela, et le problème reste. Demandez des consultations psychologiques pour résoudre les problèmes, afin d'acquérir votre bien-être, votre joie de vivre, et donner aussi la santé à vos enfants. J'en ai terminé. Et je dis merci à Santé Globale d'avoir pensé au bien-être de la population africaine à travers cette émission Afrique, comment vas-tu? Je crois que nous irons loin. Merci beaucoup de nous souhaiter bonne chance. C'est bel et bien la raison de livre de Afrique, comment vas-tu? Et plus largement de santé globale. Effectivement, les problèmes de violence conjugale en Afrique sont une réalité. Elles vivent encore, elles sont encore souterraines, elles sont encore voilées sous les toits des foyers, mais également c'est 78% des femmes africaines qui aujourd'hui souffrent de ce mal social, de ces maladies sociales aux multiples conséquences. Alors, tout au long de cette émission, nous avons fait un tour d'horizon de la question. Nous avons passé chaque point au scanner. Nous en avons fait une autopsie complète et desquelles nous avons dégagé des pistes de solution, des voies de sortie. À chacun d'explorer la voie qui lui convient le mieux. Mais tout ce que nous pouvons dire également, c'est que pour un homme, pour une communauté, pour une famille et pour un continent, il n'y a rien de plus précieux que la santé de sa population. Nous voilà au terme de cette émission d'Afrique, comment vas-tu? Première sortie de l'année 2021. C'est une émission qui aura pour chaque semaine, nous serons toujours là, 4, tous unis pour la même mission, contribuer au développement de l'Afrique, un développement qui passe par la promotion de la santé de sa population. On se dit à très bientôt dans une prochaine sortie de Santé Globale. Bonjour le Sénégal, à bientôt.